Suite du Grand Direct et c'est peu dire évidemment que le monde dans lequel nous vivons est des plus agités, que ce soit au Moyen-Orient mais aussi en Europe et d'ailleurs dans d'autres régions du globe. On va parler avec un spécialiste de géopolitique, François Hesbourg, qui est en duplex avec nous depuis Paris à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Secrète Histoire, la naissance du monde moderne. C'est publié chez Stock, ça sort donc ces jours-ci. Bonsoir François Hesbourg, merci d'être avec nous. Alors, finalement, ce que vous racontez dans votre livre au travers de très nombreuses anecdotes, parce que vous avez occupé des postes où vous avez été un petit peu dans le secret de ces grandes décisions, c'est pour montrer quoi? C'est que ce sont parfois des petits détails qui ont fait basculer la géopolitique du monde dans lequel on est aujourd'hui? Alors, il y a deux types de messages. Le premier message est celui que vous venez d'évoquer, c'est que l'avenir est ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est le présent qui va déterminer l'avenir et il suffit parfois de peu de choses pour que l'avenir soit très différent de ce qu'il aurait été en d'autres circonstances. Donc le message, c'est l'importance de la contingence et donc l'importance aussi des bonnes et des mauvaises politiques. Hein. Ce n'est pas du tout un message de renoncement, c'est le contraire. L'autre message est de nature un peu différente et peut-être adressé plus aux Européens qu'aux Israéliens, qui n'ont pas trop besoin qu'on le leur rappelle, c'est que la fin de la guerre froide en Europe, qui a été quelque chose de majeur, de massif, de très important pour le monde entier, qui a été quelque chose de pacifique, qui s'est passé en quelque sorte chez les bisounours, comme on dit en France, et a été une anomalie historique. Et que la normalité historique, c'est la violence, c'est le déchirement, c'est la tension. Ça, c'est quelque chose que les Européens sont en train de réapprendre. Et d'où le rappel que je fais dans mon livre de la façon dont s'est terminée la guerre froide. Pourquoi elle s'est terminée comme elle s'est terminée, de façon assez imprévisible, à vrai dire, mais aussi avec un message en sous-jacence, c'est que nous pensions à l'époque que la guerre froide était quelque chose de relativement pacifique, relativement à relativement faible niveau de risque. En fait, la guerre froide a été infiniment plus dangereuse que nous le pensions à l'époque et nous n'avons dû qu'à la chance, à des concours de circonstances, parfois aussi à de bonnes politiques, le fait d'avoir évité la Troisième Guerre mondiale à l'époque. Oui, c'est ce que vous racontez, hein, notamment lors de la fameuse crise des missiles de Cuba. Vous dites finalement ça tient à rien du tout, c'est un marin soviétique, hein, c'est ça qui évite finalement l'engrenage et le fait qu'on bascule peut-être dans la guerre nucléaire. Ah, c'est une histoire tout à fait étonnante. Vous savez, moi j'avais 12 ans à l'époque de la crise des fusées de Cuba. J'étais à Washington. J'ai vécu l'atmosphère dramatique de l'époque. Aujourd'hui, nous savons, mais seulement depuis quelques années, que nous étions passés encore beaucoup plus près du bord du gouffre que nous le pensions à l'époque. Et notamment, je raconte cette histoire incroyable, un sous-marin soviétique qui se fait grenader par la marine américaine et l'équipage doit décider s'il va lancer ou non une torpille nucléaire pour détruire le groupe porte-avions qui était en train de la harceler. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de grenades d'exercice. Ce n'est pas écrit sur le bruit que font les grenades quand elles explosent. Et les trois marins responsables, le capitaine, son numéro 2 et l'officier machiniste et mécanicien, doivent être d'accord pour qu'il y ait un tir nucléaire. L'un d'entre eux refuse. Et c'est cet homme-là qui a sauvé la paix du monde. On est passé vraiment très près du bord du gouffre. C'est un rappel aussi, en quelque sorte, que la tragédie n'est jamais vraiment loin. Les Européens ont eu une chance incroyable au cours des 60 dernières années. C'est une anomalie historique. La normalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, hélas, avec le croisement de la crise du Moyen-Orient et les problèmes de l'Europe avec la Russie d'autre part. Alors justement, on va y venir hein, de cette actualité, mais quand vous parlez justement aussi de cette affaire et de ce terrible attentat qui est commis à Paris, rue Marbeuf, et pour lequel vous avez, vous, l'information juste avant, ça rappelle évidemment ce qui se passe aujourd'hui quand on voit ces attentats et
on dit toujours, mais pourquoi on n'arrive pas à les prévenir? Vous aviez la possibilité justement d'empêcher cet attentat de la rue Marbeuf. Ça a été et ça continue d'être un crève-cœur. On avait l'information, j'avais un informateur qui est toujours en vie aujourd'hui, j'évoque de citer son nom dans le livre, mais il se connaît, si je puis dire, qui me donne les détails opérationnels la veille, et je l'ai fait transmettre au ministère de l'Intérieur. Alors là, vous avez ce qui arrive, même dans des États bien gouvernés, c'est peut-être même arrivé quelquefois en Israël aussi, c'est que l'information ne venait pas du ministère de l'Intérieur, ça venait de la Défense, donc on s'est assis dessus, not invented here, comme on dit dans le langage managériel, et le lendemain matin, nous avions des morts, des dizaines de blessés, une affaire absolument horrible, et moi je me reprocherais toute ma vie de ne pas avoir pu faire davantage pour empêcher que l'attentat ait lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, on a tiré les leçons d'erreurs de ce type qui sont dramatiques, puisqu'il y a eu effectivement 8 morts et plus de 100 blessés lors de cet attentat à la rue Marbeuf? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Occident a tiré les leçons de tout cela, ou est-ce qu'il se laisse encore surprendre? Et on l'a vu, finalement, la réponse, hélas, on peut la deviner. Alors, la réponse rassurante, c'est que très rapidement, des mesures ont été prises. La coordination est bien meilleure en France aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Il y a eu en France, entre 1996 et 2011, il y a eu 0 attentat mortel, alors que beaucoup d'attentats ont été tentés. On n'arrive pas à les empêcher tous, mais ça, en France comme en Israël, on sait qu'on ne peut pas empêcher tous les attentats. Ça, c'est la réponse presque rassurante. La réponse qui est moins rassurante, c'est que nous savons que dans le domaine du terrorisme, comme dans d'autres domaines, lorsque des techniques de destruction sont disponibles, un jour, quelqu'un va les utiliser, et la capacité de destruction pour des groupes comme Daesh ou d'autres groupes terroristes sont plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient naguère, et il y aura des coups plus puissants portés contre nos sociétés que dans le passé. Et est-ce qu'on a fait le nécessaire? Je crains que les efforts récents qui ont été faits ne paieront vraiment que dans 3 ou 4 ans, dans le cas de la France, et que les terroristes, eux, n'attendront pas 3 ou 4 ans avant de commettre leur prochain forfait. Ouais. Ce que vous dites, finalement, c'est assez inquiétant. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement vu des attentats. On a peut-être vu d'ailleurs dans le Sinaï, avec ce qui s'est passé dans cet avion russe, même si tout n'est pas encore connu, mais on a peut-être là la preuve que bien une bombe a pu réapparaître dans un avion de ligne, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Que les terroristes ont peut-être toujours un pion d'avance sur les services de renseignement en matière de procédés de destruction? Par rapport aux services de renseignement et, le cas échéant, par rapport aux services de sécurité. Depuis le 11 septembre, les mesures de surveillance dans les aéroports sont beaucoup plus lourdes qu'elles ne l'étaient naguère. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'attentat à la bombe ou à la grenade dans un avion depuis cette époque. Et s'il devait s'avérer que l'avion égyptien russe a été détruit en Égypte par de telles techniques, ça voudrait dire que la sécurité aéroportuaire est à revoir en tout état de cause en Égypte, mais peut-être ailleurs aussi. Et je crains fort qu'il ne s'agisse effectivement d'un attentat. Les Britanniques comme les Américains sont en train d'agir très exactement comme s'il s'était agi d'un attentat. Alors je voudrais qu'on parle maintenant, parce que c'est aussi un peu ce que vous disiez tout à l'heure à travers le message que vous faites passer sur les bonnes décisions qui permettront peut-être d'empêcher des catastrophes futures. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie avec l'implication des Russes, la lutte contre l'État islamique, on a l'impression finalement d'une espèce de pagaille militaire qui n'est pas très organisée et qui ne semble pas porter ses fruits. Est-ce que vous trouvez qu'on s'y prend de la bonne manière pour lutter contre l'État islamique ? Par exemple, aujourd'hui, la France envoie son porte-avions Charles de Gaulle pour participer à ces opérations. Est-ce que tout cela est bien coordonné, que ce soit entre les Russes et l'Occident ?
Bon, au plan opérationnel, les Russes, les Américains, les Français feront le nécessaire pour éviter que leurs avions ne se rentrent dedans dans le ciel syrien. La question est de savoir si ça va servir à quelque chose. C'est pas absolument évident, mais au-delà de ce qui se passe au jour le jour, et le fait est que la situation est d'une complexité inhabituelle, même par rapport aux standards déjà très élevés en la matière du Moyen-Orient. Vous avez un croisement entre les conflits territoriaux et les conflits religieux, Daesh en étant d'ailleurs un exemple pratique, comme l'a été et continue de l'être à sa façon le Hezbollah. Et ça ressemble beaucoup à l'Europe de la guerre des 30 ans. Et comme son nom l'indique, cette guerre a été longue, elle a aussi été d'une violence incroyable, et surtout, elle ne se prêtait pas à la création de coalitions stables, à des alliances dans la durée. La seule façon raisonnable de réagir, c'était d'opérer au coup par coup, pas à pas, et avec de la prudence et de la détermination, plutôt que sur la base de plans préétablis et bien sûr avec une fougue excessive. La prudence stratégique, la réserve stratégique est d'un côté et l'opportunisme tactique de l'autre. C'est un petit peu, je crois, ce que pratique aujourd'hui Israël face aux différents conflits qui se déroulent en Syrie, parce qu'il faut parler de conflits au pluriel. Ce n'est pas forcément que ce soit très intelligent, mais c'est plus intelligent que les alternatives. Ouais. Alors, évidemment, on ne peut pas dire combien de temps cela va durer. Vous parliez de la guerre de 30 ans aujourd'hui. L'État islamique, à votre avis, c'est aujourd'hui le plus gros danger pour l'Occident? C'est ce groupe terroriste là, qui s'est emparé d'un pays, d'un État? C'est la menace majeure aujourd'hui? C'est la menace immédiate. Ce n'est pas forcément la plus importante, mais c'est la menace immédiate pour la France. Par exemple, le retour d'éventuels touristes du djihad de Syrie, c'est un vrai danger. L'efficacité de la propagande tout à fait remarquable de Daesh auprès de certains jeunes en France même, c'est un vrai danger. Mais au-delà de l'immédiat, et il y a l'ensemble des conflits qui se déroulent aujourd'hui au Moyen-Orient. On a la montée en puissance de l'Iran. On a le rôle que joue le Hezbollah dans le conflit syrien, et la capacité qu'a le Hezbollah de frapper dans sa région et, le cas échéant, au-delà de sa région. Les tentatives d'attentats du Hezbollah, par exemple en Allemagne, il y a quelques années, et beaucoup plus récemment contre des cibles israéliennes en Bulgarie. Autrement dit, le danger immédiat doit nous mobiliser, mais ce sont l'ensemble des dangers qu'il va falloir suivre, et il ne faut pas ouvrir le champ à la montée en puissance de l'Iran parce qu'on aurait joué avec les Iraniens contre Daesh. Il faut faire très attention à ne pas compromettre l'avenir en jouant de façon malhabile dans le présent. Or, c'est ce qui peut arriver si l'on joue de façon trop complaisante avec Bachar et les Iraniens et les Russes. Ouais, parce que là, il y a des bouleversements très importants qui sont en train de se dérouler dans ce Moyen-Orient qu'on prend là dans son ensemble. Là, on voit bien que les pays du Golfe sont en train de revoir complètement leur politique parce qu'ils ont très peur de l'Iran. Tout ça, c'est quelque chose qui peut échapper et au contrôle des Russes et au contrôle des Américains? Écoutez, le mot contrôle est le bon mot. Le sentiment de perte de contrôle, un peu comme dans un avion fou. Je suis rentré il y a quelques jours de Manama, de Bahreïn, où il y avait la réunion organisée chaque année par l'IISS, avec le président Sisi, avec un certain nombre de ministres des Affaires étrangères de la région et hors de la région. Jamais en l'espace de 12 ans que nous tenons ce type de réunion, l'atmosphère n'a été aussi lourde, aussi empreinte de suspicion,
que ce n'était le cas à cette occasion. Il faut dire que les Iraniens ont fait très fort, puisque des caches du Hezbollah ont été découvertes au Koweït et à Bahreïn au cours des tout derniers mois. Le terrorisme est un jeu qui se joue à plusieurs au Moyen-Orient. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant, comme tout ce que vous racontez d'ailleurs hein, dans votre livre avec donc toutes ces secrètes histoires, parce que c'est le titre hein, qu'il faut prendre avec ce pluriel, secrètes histoires, tout ce qui a bouleversé eh bien, et qui aurait pu changer vraiment d'une autre manière aussi la géopolitique du monde. C'est publié chez Stock, La naissance du monde moderne. François Heisbourg, merci beaucoup d'avoir été notre invité depuis Paris. Merci à vous. Parce que c'est toujours passionnant d'entendre évidemment cette analyse que vous avez, cette vision que vous avez de tous ces conflits et de toutes ces menaces qui aujourd'hui eh bien, ont lieu principalement au Moyen-Orient, mais pas seulement. Et puis également ces anecdotes que vous avez racontées. Merci beaucoup. Livre donc qu'on a vu à l'image qui sort ces jours-ci. Vous étiez en direct depuis notre studio parisien. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau journal sur i24 News.